Bien, alors, le RGPD. C'est intéressant d'ailleurs de voir, enfin, on s'est un peu parlé quand même, hein, donc là, je dirais la succession des sujets, et notamment le contrôle des fake news. Ce qui est intéressant dans les réseaux sociaux aussi, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils sont essentiellement américains. Et des choses que vous ne savez peut-être pas, c'est que le principe de la liberté d'expression aux États-Unis, il est total. Aux États-Unis, on peut être raciste. Aux États-Unis, on peut être nazi. Il y a d'ailleurs un parti nazi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui contrôle et sur quelle base, réglementaire. Donc, vaste sujet. Alors, je vais essayer en 30 minutes, donc il faut que je donne l'exemple, donc je vais évidemment essayer de respecter mon temps de parole. Vous parlez du contexte global de la réglementation. Pourquoi, en fait, on a créé ce fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données? Pourquoi on a créé une autorité de protection des données? Mais ça va bien d'en parler. Il n'y a pas moyen de mettre en place ce genre de principe si on n'a pas une autorité indépendante. La question est de savoir si elle est vraiment indépendante. Juste pour donner une petite anecdote pour commencer, Yannick Bolloré, qui est le patron de Havas, s'est retrouvé un jour invité par Google. Et quand il est sorti de l'avion et qu'il a allumé son smartphone, il a reçu une promotion pour des sushis au restaurant juste à côté de son hôtel. Et puis le lendemain, donc il va voir Google, il dit tiens, c'est bizarre, c'est une coïncidence. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, mais on sait que c'est votre sushi favori, on sait dans quel hôtel vous êtes, on sait que ce restaurant est à côté, donc il dit mais la vie privée. Réaction américaine, oui, enfin ça c'est un truc dont on parle en Europe, quoi. Vous savez quelle est l'autorité qui régule la vie privée aux États-Unis? Le secrétaire d'État au commerce. La vie privée, c'est un élément du business. D'ailleurs, dans les accords Europe-États-Unis précédents, pour montrer que les sociétés respectaient la vie privée, elles devaient s'inscrire auprès de la Federal Trade Commission, secrétaire d'État au commerce. Alors pourquoi? Mais essentiellement parce qu'on est parti des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a inventé le RGPD. C'est parce qu'il y avait effectivement Big Brother. Alors, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont dû lire 1984, sinon je vous recommande de l'acheter tout de suite. Vous pouvez remplacer 1984 par 2023, entre rien qui change. Ce qui est intéressant, c'est deux éléments. D'abord, dans Big Brother, on réécrit l'histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la réécriture des bouquins de Roald Dahl, de la réécriture des manuels scolaires, du fait que dans Charlie et la chocolaterie, ce garçon n'est plus gros, mais énorme. Fondamentalement, je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais énorme, ça a l'air d'être plus politiquement correct, je n'ai pas bien compris pourquoi. Quand je ne suis pas un peu enveloppé, je suis un peu énorme. Ah bon. Autre élément, c'est dans Big Brother, dans 1984, dans chaque pièce de la maison, vous avez un télécran qui vous regardait en permanence, donc une caméra qui vous regardait. Vous savez peut-être, sans doute, que 30% des PC et des Mac sont infectés et que la caméra, elle est peut-être ouverte sans que vous le sachiez. Donc faites attention à ce que vous faites devant votre Mac quand il est ouvert. Et donc on est passé de Big Brother à Big Other finalement, c'est-à-dire en fait essentiellement les plateformes, mais on verra aussi les pouvoirs publics qui nous contrôlent en permanence. Alors ces fameuses GAFA, parce qu'on parle souvent des GAFA, ils ont changé de nom. Alors on s'est dit comment est-ce qu'on va les appeler. Et donc on a soiré un peu, notamment sur LinkedIn, et on s'est amusé à trouver un autre nom. En jumelant en fait les GAFA, enfin les Américains et les Chinois, les fameux BATX. Et donc on est arrivé à Taxamamba. Alors il faut savoir que Mamba c'est le serpent le plus dangereux du monde. Et que Tax, pourquoi? Parce qu'ils ne paient pas d'impôts. Ils sont tous en Irlande, essentiellement parce qu'ils aiment bien le whisky irlandais, mais surtout ils payent 3% d'impôts. Et d'ailleurs l'autorité de protection des données irlandaise se fait taper dessus par tout le monde parce qu'ils font rire. Donc, quand vous parlerez des GAFA la prochaine fois, pensez à utiliser ce mot-là, c'est plus sympathique. Alors en gros, ces gens, ils veulent nos données. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur, évidemment. C'est clair. Et donc on a appris, et c'est de nouveau un avantage, parce que je suis assez partisan du RGPD et de son utilité, le RGPD, ça nous a amené à nous rendre compte, finalement, que, effectivement, et c'est pas un fantasme absolu, que les Américains nous espionnent. Alors, il ne faut pas tomber dans la parade non plus, mais il y a une réglementation américaine qui permet à n'importe quelle société américaine d'être sollicitée par les renseignements du gouvernement américain en disant « je veux avoir accès aux données de nos clients », que ce soit Microsoft, Salesforce, Amazon, Google et autres. C'est dans la loi américaine. Et c'est ça qui a été à la base du fait que l'accord entre les États-Unis et l'Europe a été cassé, ce qu'on appelait le Privacy Shield. Pourquoi?
Parce que la Cour européenne de justice, pour la deuxième fois d'ailleurs, a dit « mais ça ne correspond pas à la protection des données ». Ça veut dire que n'importe quel citoyen européen peut voir ces données exploitées par le gouvernement américain sans le savoir. Ça ne va pas. Et donc ils ont annulé cet accord entre l'Europe et les États-Unis. Je reviendrai un petit peu de tête. Et donc on est, ce que les juristes adorent, dans ce qu'on appelle l'incertitude juridique. En gros, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut encore travailler avec Microsoft? Est-ce qu'on peut encore utiliser Amazon? Je parle professionnellement, hein, pas si vous voulez commander des trucs sur Amazon, faites ce que vous voulez. Mais la question c'est quoi? C'est qu'il y avait un accord entre les États-Unis et l'Europe, qu'on appelait le Privacy Shield, qui autorisait donc les sociétés américaines à traiter des données de citoyens européens, à partir du moment où ils se déclaraient à la Federal Trade Commission. Donc cet accord a été annulé, et donc depuis, on a eu quelques décisions des autorités de protection de données, dont une qui a dit Google Analytics, qui est donc l'outil d'analyse du comportement des visiteurs de sites, est contraire au RGPD. Il y a quelques jours, l'autorité allemande a expliqué qu'avoir un bouton j'aime sur son site est contraire au RGPD. Donc le gouvernement allemand a décidé d'interdire Microsoft dans les écoles. Le gouvernement français va le faire aussi. Donc on sent quand même qu'il y a des décisions à cause ou grâce du RGPD d'évolution. Alors évidemment, les Américains ont peur de ça, parce qu'ils se disent, bah oui, mais finalement, le commerce des données, c'est un commerce gigantesque. Et donc, le président Biden et Mme von der Leyen sont tombés dans les bras l'un de l'autre au mois de mars de l'année passée, en disant, oui, non, on va trouver un accord. Et puis on a attendu pendant 6 mois. Et puis on a vu apparaître un truc qui s'appelle l'Executive Order, donc tous les spécialistes de RGPD ont dit c'est pas ce truc. Et donc c'est un ordre du président qui ne répondait d'ailleurs pas du tout à ce que la Cour de justice demandait. Donc très vite on a dit bah, c'est gentil mais ça sert à rien. Et puis comme la commission était un peu déçue par rapport à ça, ils ont décidé de dire ben, on va décider que les États-Unis ils respectent le RGPD. C'est un peu surréaliste, donc il n'y a pas qu'en Belgique que c'est surréaliste. Et donc tous les spécialistes ont évidemment dit mais c'est n'importe quoi. Et notre ami Schrems, qui est l'organisateur de l'ONG qui a attaqué le Privacy Shield, a dit d'ailleurs à Bruxelles il y a quelque temps dans une conférence internationale, ben, dès que ce truc sort, on va l'attaquer aussi évidemment. Bon, donc on est nulle part dans ces fameux transferts de données. Mais c'est intéressant à savoir. Alors dans le contexte aussi, il y a les objets connectés, et nous en avons tous, nos smartphones, les montres connectées et autres, et le nombre d'objets connectés qui donc nous espionnent, c'est pour donner le contexte, est en augmentation constante. On estime qu'en 2030, il y en aura à peu près 50 milliards. Et vous en avez déjà un certain nombre chez vous, j'imagine. Juste quelques exemples. Votre aspirateur robot, là, qui aspire votre appartement tout seul, ben, il connaît le plan de votre appartement. Il sait aussi si vous avez des enfants, parce qu'il cogne tous des jouets tout le temps. Il sait aussi si vous avez un chien, parce qu'il aspire beaucoup de poils. Non, mais tout ça, c'est transmis aussi. Il y a même des chercheurs coréens qui ont réussi à intercepter les conversations des gens pendant que l'aspirateur fonctionnait. Vous avez évidemment vos enceintes qui vous permettent d'écouter la musique que vous voulez quand vous voulez, elles vous écoutent en permanence, comme les caméras de surveillance qui sont acquises de façon assez systématique, comme les robots, comme vos smartphones, comme les poupées connectées. C'est mignon une poupée connectée qui peut parler avec votre petite fille et qui dit « Tiens, il fait quoi ton papa? Et t'as quoi comme voiture? Et tu vas où en vacances ?» Interdit en Allemagne. Ce qui se passe en général, c'est qu'on a un contact avec l'ensemble de ces plateformes en acceptant des conditions générales. Qui a lu les conditions générales d'un réseau social? 3 avocats. Il y a encore pas tous les avocats, je suis déçu. Ça prend des plombs, hein. Et un artiste israélien qui a fait ce qu'on appelle une installation d'art contemporain, c'est qu'il a imprimé sous des couleurs différentes les conditions générales de l'ensemble de ces plateformes pour les montrer, et vous voyez que ça fait des mètres. Donc ça fait 4 mètres de haut. Hein. Et donc on accepte ce genre de choses, et donc on accepte les traitements de données qui sont évidemment plus ou moins illégaux. Et j'aime bien aussi cette phrase de Wegel qui dit, mais finalement, aujourd'hui, et ça va en parler du fait que nos habitudes changent. Dans le temps, il fallait torturer les gens pour leur demander des trucs. Maintenant, tout le monde le met sur Facebook. Quand vous savez que 50% des Français considèrent qu'une conversation sur Facebook est une conversation privée. Je suis certain qu'en Belgique, on demande la même chose, on a à peu près la même proportion. Hein. Mais non, c'est public. Et donc, on a la création de ce que j'ai appelé dans ma thèse de doctorat à l'époque, le jumeau virtuel. Le jumeau virtuel, c'est-à-dire, c'est vous, digital. C'est toutes les données que vous avez données, tout ce que vos amis ont dit de vous, toutes les photos que vous avez postées, etc. Et en fait, c'est grâce à ça,
sur lesquels, notamment, on utilise vos données. Alors pourquoi le RGPD? Essentiellement, dans le cadre de ce contexte, et j'insiste beaucoup, le RGPD protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. C'est la base, c'est à ça que ça sert. Bon. C'est beau la théorie. Hein? Alors c'est quoi? Ben, ça veut dire qu'on est responsable des données qu'on collecte. On va quand même parler beaucoup du secteur public. Donc l'État, les ministères, les régions, etc. sont responsables des données. Transparence, elles doivent nous expliquer ce qu'elles en font. Quand vous allez chez le médecin, et que le médecin vous dit, tiens, voilà, je te fais une prescription pour tel médicament. Et tu peux aller dans n'importe quelle pharmacie, tu donnes ta carte d'identité et elle va l'avoir. Vous savez vraiment où vont vous donner? D'autant plus que c'est n'importe quelle pharmacie. Pour les pharmacies à Arlon aussi. Hein. Et quand vous savez, fondamentalement, que le niveau de sécurité informatique des médecins est pathétique, et des pharmacies, c'est un peu moins pire, qu'on avait ça dans les deux... Enfin, c'est une petite anecdote. Je suis invité par un gros cabinet médical, une dizaine de médecins, et de psy et autres. Et il m'invite vers 7h du soir, après les consultations. Dans tous les cabinets médicaux, pour rentrer, qu'est-ce qu'on fait? On sonne, ça s'ouvre. Donc je rentre dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y a une très très belle armoire anglo-normande, ouverte. Enfin, entre-ouverte. Donc j'ouvre. Il y avait des dossiers médicaux. Et comme on était en Brabant wallon, j'ai été regarder la lettre M. Et j'ai pris le dossier médical de Charles Michel. Que je n'ai pas ouvert. Mais que j'ai mis sur la table de la salle de réunion pour commencer la réunion. Le côté confiance est important. Quand vous confiez vos données à quelqu'un, que ce soit à votre médecin, vous n'avez pas nécessairement envie que le monde entier connaisse vos pathologies. Hein. Surtout si vous avez 22 maladies sexuellement transmissibles. Alors le RGPD, il y a un avocat américain qui a réussi sur le challenge de mettre tout le RGPD en un slide, ce qui est quand même un challenge. Il faudrait juste attirer votre attention sur 2-3 trucs. C'est que vous êtes la personne concernée, le data subject, là-haut. Ce qui est important, c'est le data controller, c'est-à-dire ceux qui vont gérer vos données, donc en particulier l'État. Mais pour ceux qui font des photos, si vous voulez, je vous envoie mes slides. Donc, ce qui est important aussi pour vous, c'est vos droits. Vous avez le droit à l'information. Vous pouvez écrire à n'importe quel ministère, à la police si vous voulez, au ministère de l'Intérieur, à Cianzano, en disant « Je veux savoir les données que vous avez sur moi ». Et ils sont obligés de vous répondre dans un délai d'1 mois. Et il faut le savoir. Personne ne le fait. Donc vous avez le droit de savoir. Les données de santé sont des données sensibles, c'est-à-dire qu'en fait ces données on ne peut pas les demander sauf autorisation spéciale. Alors quand vous allez chez votre médecin, ça tombe sous le sens. Tiens, vous êtes tous a priori pas sur le médecin. Qui a signé un document de consentement éclairé chez son médecin? Oui, d'accord. Et vous devriez en signer 2. Le consentement éclairé médical et le consentement pour la vie privée. Quand je vais chez mon médecin, je lui confie quand même des choses, des données importantes. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait? Donc, important, n'oubliez pas qu'il y a des amendes. Alors, il n'y a plus d'anonymat. On dit on va anonymiser les données. Alors, je vous recommande de faire ce petit test. C'est un test, c'est une recherche qui a été faite par l'Université de Louvain et un institut londonien, qui permet de démontrer qu'en fait, en posant quelques questions totalement anonymes, on arrive à identifier une personne. Et je ne vous donnerai pas les réponses, mais ça, c'est les 4 questions auxquelles j'ai répondu. Et en répondant sur la province où j'habitais, ma date de naissance, mon état civil et mon genre, c'est un peu dépassé parce qu'il y a 2 catégories d'impôts, et il n'y a plus qu'une personne en Belgique. Donc ça veut dire qu'en posant des questions anonymes, ça veut dire qu'en gérant des bases de données anonymes, on parvient quand même à identifier les gens. Alors pourquoi une autorité de protection des données? Et ça va en a parlé un peu tout à l'heure, on a besoin d'autorités indépendantes. Il y a un grand principe de la sécurité informatique, s'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sécurité. Si vous habitez Liège, c'est le cas de certains, et qu'on vous garantit qu'il n'y a pas un seul radar sur l'autoroute jusqu'à Liège, est-ce que vous allez vraiment rouler à 120? Non. Et donc, un des exemples de l'utilité de l'autorité de protection des données, c'est que quand on a inventé le Covid Safety Kit, l'autorité de protection des données a dit ça n'est pas légal. C'est tout. C'est ça. Personne d'autre ne pouvait le dire, ils sont là pour ça.
Et donc, le considérant 117, bon, de toute façon, il faut quand même en parler un petit peu. Donc, dans le RGPD, il y a le texte et puis il y a les considérants. Et ce considérant 117, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on doit mettre en place des autorités de contrôle dans tous les États membres, habilités à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance. On va voir qu'en Belgique, ce n'est pas du tout le cas. C'est un élément essentiel de la protection des données. Je vous donne un exemple. En Russie, il y a une autorité de protection des données. Ici. Qui nomme les membres? Le ministre de l'Intérieur. En Chine, il y a une réglementation sur la vie privée. Il y a deux exceptions. L'État et le Parti communiste. Ils ne sont pas soumis. Donc, si on a effectivement une autorité indépendante, ben, on a une garantie que ça fonctionne. C'est aussi valable pour nos gouvernements. Et j'insiste sur le fait que quand il y a un texte de loi qui va toucher aux données personnelles, le pouvoir public est obligé de consulter l'autorité de protection des données pour demander son avis. Avant, et dans un monde idéal, de suivre son avis. Ce qui est rarement le cas. Et donc on a aujourd'hui des technologies extrêmement importantes, ça va parler des algorithmes. Il y a une petite enquête qui a été faite par des étudiants en journalisme, ils ont demandé à tous les parlementaires de leur définir ce que c'est qu'un algorithme. C'est pas d'éthique, hein? Oui, c'est un programme informatique. Pas vraiment. Or, les algorithmes, d'une certaine façon, je vous conseille d'ailleurs un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les algorithmes qui nous gouvernent. Il y a énormément de choses qui sont gérées par les algorithmes, qui sont mis en place par les informaticiens. Et quand on rajoute à ça quelque chose qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire que les machines apprennent automatiquement, ben vous ne contrôlez plus. On a beaucoup entendu parler de ChatGPT récemment, je suppose que ça ne vous a pas échappé. En matière de vie privée, c'est une catastrophe absolue. Ils collectent tout, c'est une boîte américaine. Et il y a des gens un peu naïfs. Amazon, parce que les Américains ils ont plein de choses qu'on peut leur reprocher, mais ils sont extraordinairement transparents. Donc Amazon a publié le fait qu'un de ses collaborateurs avait demandé à ChatGPT de le faire une présentation PowerPoint. Jusque-là, ça va. Sauf que c'est une présentation PowerPoint sur le plan stratégique d'Amazon. Il y a deux chercheurs français, puisqu'on a des médecins dans la salle, il y a deux chercheurs français qui ont testé un truc. Ils ont posé une question à quelqu'un, dit « Je suis médecin », parce que ChatGPT, il faut lui expliquer le contexte. Donc, « Je suis médecin, voilà une pathologie, voilà mon diagnostic, qu'est-ce que tu en penses ?» Et il s'agit de Madame Machin. Et ChatGPT a répondu, une réponse plus ou moins correcte. Et le lendemain, un autre a posé la question en disant « Quel est l'état de santé de Madame Machin ?» Ben, il a eu la réponse. Évidemment, parce qu'il a gardé. Non, ça marche bien. Donc tout ça, c'est des technologies. Ce qui est hallucinant, c'est que la réglementation concernant ces technologies sont faites par des politiciens incompétents. Ils n'ont aucune notion. Alors parfois, et heureusement, il y a dans leur cabinet encore des gens qui connaissent quelque chose, pas toujours, mais c'est la façon dont les règles sont établies. Donc c'est un peu compliqué. Alors en Belgique, qui est un pays un peu bizarre, comme vous savez, on a des rares pays européens dans lesquels l'État, les pouvoirs publics ne sont pas soumis aux sanctions pour non-respect du RGPD. Pourquoi? Alors la réponse du ministre de l'époque était hallucinante. Parce que ça sert à rien. Parce qu'on prend de l'argent d'un côté et qu'on le met de l'autre côté dans la même poche. Ok, donc il n'y a pas de raison que qui que ce soit au niveau public paye une amende, puisque de toute façon ça passe d'un côté à l'autre. Enfin, voilà. Et malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas... il y a eu un recours de la FEB, parce qu'évidemment le secteur privé trouvait ça quand même un peu scandaleux. Et la Cour constitutionnelle, malheureusement, l'a rejeté. Alors il faut savoir que les pouvoirs publics ne sont pas soumis aux amendes du RGPD, sauf quand il y a concurrence avec le marché. Donc par exemple, le secteur de l'enseignement peut être soumis aux amendes parce qu'il y a des écoles privées. Et donc contrôler l'État, c'est indispensable. Et vous commencez à savoir que j'aime bien regarder un peu en arrière, mais c'est déjà le cas dans les années 70, où quand on dit en fait, ce qui est important en matière d'informatique, c'est d'empêcher le mauvais usage de l'ordinateur. Qui va définir le bon et le mauvais usage? L'État. Et qui est le plus susceptible d'en faire un mauvais usage? L'État. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Hein. Alors l'APD, en tout cas dans sa version précédente, a publié beaucoup d'avis critiquant de façon extrêmement pointue, détaillée et parfois dans des conditions où il faut lui rendre hommage, extrêmement dures, dans le style on vous envoie un avis de 450 pages, il faut répondre dans les 8 jours. Et ils l'ont fait. Et qu'a dit le ministre concerné?
Je ne suis pas impressionné. Non mais, on est, enfin ça va le rappeler, on est quand même plus ou moins dans un état démocratique. Et donc vous avez un ministre, j'ai dit plus ou moins, on a un ministre qui dit, oui non, il y a une autorité plus ou moins indépendante qui me dit que c'est pas bien, je m'en fous. Voilà. Regardez, enfin les juristes le savent, quand vous regardez les textes de loi qui sont généralement publiés avec avant l'avis de l'APD et l'avis du Conseil d'État, vous constatez que l'APD dit c'est pas bien, on peut pas, le Conseil d'État dit c'est pas bien, on peut pas, puis le texte de loi dit on s'en fout, on fait quand même. Ce qui permet quand même aux avocats, et heureusement qu'on les a, et heureusement aussi, il faut quand même le dire, d'avoir des tribunaux qui sont encore un peu indépendants, et qui de temps en temps acceptent les idées des citoyens. Alors, l'autorité de protection des données dépend du Parlement, et donc de sa majorité parlementaire. Je me permettrai d'aller un tout petit peu plus loin que ça va. C'est quoi la démocratie, Montesquieu? Les trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. En Belgique, on n'en a plus que deux. On n'a pas de pouvoir législatif. Quand pendant la pandémie, avec les associations dont notre brandois, les autres démocraties, Charta 21, toutes les autres, on allait voir des parlementaires, on les disait, mais enfin, vous vous rendez compte? Et oui, oui, c'est scandaleux. Et puis on les voyait, et ils votaient. Et donc, moi qui suis un grand naïf, j'allais voir les parlementaires, je dis, enfin, je comprends pas bien, tu m'as dit comme ça, les yeux dans les yeux, tu trouvais ça scandaleux, tu votes pour. Je dis, oui, mais enfin, si je veux pas pour, la prochaine fois, je suis 23e de liste et je suis pas élu. C'est pas de la démocratie, ça s'appelle de la particratie. Et dans cratie, c'est pas loin de crasse. C'est vraiment les partis qui dirigent. Quels sont les parlementaires qui nous ont aidés pendant la pandémie? Le PTB, beaucoup, très efficace. La NVA, on n'a pas demandé au Vlad de Belac quand même. Le CDH, mais défi, ils sont deux. Et alors ce qui est amusant, c'est que ça dépend du niveau de pouvoir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a eu des soucis avec Bruvax à Bruxelles, le MR était absolument avec nous. Et quand c'était au niveau fédéral, pour la même chose, non, vous n'avez pas la même chose. Donc voilà. Autre élément critique, 82% des autorités de protection des données considèrent qu'elles sont sous-staffées. Elles n'ont pas les moyens. En Belgique, ils reçoivent plusieurs milliers de plaintes par an et ils sont 3 ou 4 pour les traiter. Donc ils ne répondent pas et c'est pas de leur faute. Alors quelques étapes. 25 mai 2018, donc on est presque à 5 ans de la création du RGPD. C'est amusant, hein? 25 mai 2018, 24 2019. Un an pour créer l'autorité de protection des données, dont ça faisait même 5 ans qu'on savait que ça allait arriver. Hein. Le gouvernement belge a, ouvrez les guillemets, oublié. Ça s'appelle un acte manqué. Je ne sais pas si c'est le psychologue de la salle. Mais quand on dit qu'on oublie de créer une autorité qui est indispensable pour se contrôler soi-même, ça pose un problème. Et donc on a prolongé, comme disait le patron de la commission de la vie privée, il dit on a un soin palliatif. Donc ils ont dit à la commission de la vie privée qui devait mourir le 25 mai, tout qu'on fait, on va vous garder en vie un petit peu. Mais c'est pathétique. Donc vous imaginez que l'État, le gouvernement, oublie de mettre en place un truc qui est censé le contrôler. Et en plus, tant qu'à faire, il nomme 3 hauts fonctionnaires comme membres, totalement interdits par le RGPD. Dès qu'ils sont nommés, tout le monde, enfin tous les spécialistes disent, non, c'est quoi cette histoire? Donc il y a des avis dans les journaux, des avis, on dit, bah, ils ont fait une erreur, c'est pas grave, vous corrigez, pas du tout. En quoi c'est un problème? Parce que ces hauts fonctionnaires, qui par ailleurs tous les 3 connaissaient bien la vie privée, parce que dans leur formation, j'ai eu Séverine Dusselier, Séverine Waterblé comme étudiante, dans une formation RGPD, et qui a siégé à la commission de la vie privée avant. Ça veut dire quoi? Un haut fonctionnaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui le matin va rédiger un projet de loi, et qui l'après-midi va assister à une réunion de la commission de la vie privée en disant tiens, on va regarder s'il est bon. Ça s'appelle un conflit d'intérêt. Et c'est pour ça que c'est interdit. Souvent en Belgique. Et donc finalement, après des dénonciations à la Commission européenne et autres, finalement les 2 premiers fonctionnaires sont partis, et puis Franck Robin qui était le dernier qui s'accrochait, est fini par partir en février 2022. Mais c'est pour arriver à ça, on a dû avoir ces 2 dames qui ont dû porter plainte, qui ont dû dénoncer leur propre institution à la Commission européenne. Et tout ça dans une période où la réglementation sur les lanceurs d'alerte n'existait pas encore, parce que la Belgique avait de nouveau oublié de la ratifier. Ce qui a fini d'ailleurs par entrer la démission de ces 2 personnes, pour qui j'ai une grande admiration, parce qu'elles ont quand même osé sortir de l'eau pour dénoncer des choses qui étaient inacceptables. Et porter plainte auprès de la Commission européenne. Et finalement, Renders, qui est le commissaire en charge,
à dire à la Belgique, mais enfin les gars, vous voulez vraiment être le premier pays européen à être condamné pour non-respect du RGPD? Et puis c'est pas fini. Et aujourd'hui, où on en est, mais c'est que l'autorité est sous-staffée, donc elle ne fonctionne pas. Personnellement, j'ai une plainte que je cite toujours comme exemple, c'est une plainte qu'on a déposée en mars 2022. Ça fait 1 an. Et toujours pas de réponse. Comment voulez-vous expliquer aux gens qui ont porté plainte que on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on va voir, on dit, ben allez en justice. Allez devant les tribunaux pour faire appliquer la loi, puisque la commission de l'autorité ne le fait pas. Et puis ils ont décidé de virer 2 directeurs. Alors il y en a un des 2, c'était assez logique. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui démontre qu'il y a toutes les raisons de le mettre dehors. Et Charlotte de Rep, on l'a viré pourquoi? Parce qu'il fallait faire un équilibre entre les flamands et les francophones. Et qu'elle était quand même un peu embêtante parce qu'elle avait dénoncé des trucs, enfin, voilà. Donc ils sont tous les 2 hors cours. Mais voilà. Alors récemment, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a, et ça les auteurs en parleront probablement, un peu détricoté le Comité supérieur de l'information, qui avait pour but justement d'expliquer comment on pouvait partager les données avec une légalité douteuse. Notre ami Mathieu Michel, lui, on lui a dit qu'il fallait faire un nouveau programme de gestion de l'APD. Il a dit bon, on va mettre un truc, mais c'était pire. Tous les spécialistes du truc n'avaient surtout pas touché à rien, quoi. C'est déjà pas terrible maintenant. Et il voulait faire notamment une décision collégiale, c'est-à-dire que les 5 directeurs de l'APD devaient décider ensemble. Sachant qu'il y a 3 flamands, 2 francophones, vous imaginez où est la majorité. Voilà. Donc non, et heureusement, pour des raisons diverses, ça ne s'est pas passé. Et donc, justement, du fait du licenciement de ces 2 personnes, BNS a de nouveau dû écrire à la Belgique en disant enfin, vous ne pouvez pas virer comme ça 2 personnes qui sont mandatées sans explication, sans recours, enfin, ça n'a pas de sens. Voilà, la Belgique. Alors il y a d'autres trucs comme ça qui sortent. Maintenant, il y a un projet de loi pour pouvoir rechercher des suspects dans le cadre d'affaires criminelles basées sur leur ADN. C'est un peu une porte ouverte sur plein de choses. Alors en mars 2023, la Cour constitutionnelle décide que la VTC, donc la Vlaamse Commissie, c'est quoi la Vlaamse Comité? C'est la Commission de la vie privée, l'autorité de protection flamande, créée dans l'illégalité la plus totale. Mais on est en Flandre, on fait ce qu'on veut quand même. Hein. Et donc le gouvernement flamand faisait passer devant la VTC des projets de loi flamands. Bon, on leur dit que c'est illégal, alors la Cour constitutionnelle était gentille. Ils ont dit vous ne devez pas annuler tout, on vous laisse 1 an pour vous mettre en ordre. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Parce qu'ils sont malins quand même. Mais ils ont dit on va demander l'avis de l'autorité de la protection des données. Et donc ils leur envoient des centaines de textes pour lesquels il faut répondre rapidement. Pourquoi? Pour démontrer que ça marche pas. Et donc on se trouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle on a des données vaccinales par exemple. Vous savez où sont vos données vaccinales? C'est un truc flamand. Chez Vaccinet. Et quand vous savez qu'on est déjà un peu en campagne électorale, quand ils commencent à s'engueuler, en général, c'est qu'aussi en campagne électorale. Donc, c'est remarqué qu'un peu partout, ils sont tous d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Comment, pourquoi, etc. Alors, ça va en un peu parler avec raison, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on a de plus en plus de réglementations. Et quand vous voyez ça, c'est l'augmentation du nombre de réglementations au niveau européen. C'est hallucinant. Même les spécialistes du secteur, enfin, à un moment donné, on va devoir se répartir les trucs en disant toi tu fais le DMA, toi tu fais le DCA, moi je fais le RGPD, et puis on te fasse parler. Ça devient ingérable. Et j'adore la phrase de Pompidou qui avait un jour dit à Chirac qui voulait déposer je ne sais quel projet de loi, en disant arrêtez d'emmerder les Français. Mais c'est le vie, on a trop de réglementation. Et trop de réglementation tue la réglementation parce que pour finir c'est tellement compliqué que personne ne la respecte. Et donc, il me reste à conclure. Et quand on voit, j'aime bien cette affiche qui traînait dans les rues à un moment donné, mais finalement, on est dans un contexte de contrôle permanent. Et ça va justement rappeler qu'on est dans un truc, c'est habituel. On est habitué, il y a des caméras en rue partout, vous avez croisé en rentrant dans cet immeuble. Donc il y en a partout. Et puis Google sait et t'explique, enfin, va un peu diriger ta pensée. Apple sait où est ta mère et pas que ta mère d'ailleurs. Facebook contrôle ce que tu peux lire et pas lire. Et quand on est dans les contrôles, mais sur quelle base va-t-on décider que... Quand vous savez que sur Facebook, dès qu'il y a un nichon qui apparaît, c'est pas bon. Par contre, on peut montrer des photos d'exécution. Ça, c'est pas grave. Je comprends pas bien. Amazon récemment a mis en place un système dans lequel ils vont vous envoyer des choses que vous n'avez pas encore commandées parce qu'ils savent que vous allez les commander. Mais c'est authentique, c'est en test aux États-Unis.
Et Microsoft qui formate les enfants, puisqu'en fait Microsoft, qui est une grande générosité, offre Microsoft à tous les enfants. C'est quand même gentil. Et donc Big Brother. Et donc on est dans ce contexte. Et j'ai repris cet exemple français, je n'ai pas trouvé le même en Belgique, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais en fait on est tous dans d'innombrables fichiers différents, dans lesquels on ne réagit plus finalement. Et on est dans un contexte de contrôle permanent. Et pas que les autres. Il y a 30% des gens qui contrôlent leur conjoint. Alors je ne vous demanderai pas qui l'a fait. D'abord parce que ceux qui l'ont fait vont pas oser répondre, surtout si leur conjoint est à côté. Mais c'est extrêmement simple. Hein, je ne vais pas vous dire comment. Mais des outils relativement simples à 10 €, vous pouvez savoir. Donc on est dans ce contrôle permanent. Ben oui, je les connais. Et donc, est-ce que c'est notre futur? Est-ce que notre futur, c'est ce fameux crédit social dans lequel on va finalement être identifié en permanence et le savoir, et vous aurez tous la possibilité d'avoir votre score, et si votre score est mauvais, ben vous ne pouvez pas aller en vacances, vos enfants ne pourront pas aller dans une bonne université? Peut-être. Et comment ne pas terminer, comme toujours, avec Snowden? Parce que plein de gens disent, oui, mais la vie privée, c'est pas grave, j'ai rien à me reprocher. Ok. Mais quand on dit le droit à la vie privée ne me préoccupe pas parce que j'ai rien à cacher, c'est la même chose de dire je me moque du droit à la liberté d'expression parce que j'ai rien à dire. Enfin, on a vu tout à l'heure que tout le monde a quelque chose à dire, malheureusement. Ou de la liberté de la presse parce qu'on n'a rien à écrire. Donc c'est vraiment une liberté fondamentale pour nous et le RGPD, il sert à le défendre. Donc, mesdames, messieurs, ce que je nous souhaite, c'est de continuer à défendre le droit à la vie privée parce que fondamentalement on en a besoin et on s'habitue tellement à ce qu'on ne le respecte pas que finalement on devient passif et on finit par trouver normal ce genre de choses qui ne le sont pas. Donc, continuons et merci à notre bon droit de nous défendre.